Mes parents ont dit à tous les membres de la famille que j'avais abandonné l'université et que j'étais une honte, tout en faisant l'éloge du diplôme de droit de ma sœur à chaque réunion de famille. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit en silence pendant 7 ans. Lors du dîner de Thanksgiving, une alerte info a apparu sur le téléphone de mon oncle, tout le monde à la table s'est lentement tourné pour me fixer. Je m'appelle Ivy Colton. J'ai 29 ans. Si tu avais fait quelque chose de ta vie, je n'aurais pas à t'expliquer aux gens. Ma mère m'a dit cela en face lors du dîner de Thanksgiving, devant 31 membres de ma famille. Elle en disait des variantes depuis 7 ans. La décrocheuse, la honte, la fille qui ne valait pas un toast. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'est que la fille qu'elle avait passé 7 ans à effacer avait construit quelque chose dans le silence qu'il lui imposait. Et ce soir-là, la vérité est entrée dans la pièce sans frapper. Mais cette histoire commence bien avant cette table. Elle commence par un appel téléphonique à 2 heures du matin et un choix qui m'a tout coûté. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener en mars 2017, la nuit où ma vie s'est brisée en deux. J'étais en 3e année à Yukon. Informatique, moyenne de 3,7. Pas la plus brillante de ma classe, mais j'étais là tous les jours. J'étudiais jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je voulais ce diplôme plus que la plupart des gens ne le comprenaient. Mon téléphone a sonné à 2h04 du matin, un mardi de mars. Ce n'était pas maman. Ce n'était pas papa. C'était Madame Tierney, la voisine de palier de ma grand-mère à Bridgeport. Ivy. Ma chérie, c'est Ruth. Elle s'est effondrée dans la cuisine. L'ambulance vient de partir. Je me suis assise dans mon lit. Ma colocataire a bougé. J'enfilais déjà mes chaussures. J'ai d'abord appelé ma mère. Ça a sonné de nombreuses fois. Quoi, Ivy? Il est 2 heures du matin. Grand-mère a fait un AVC, maman, elle est à l'hôpital Saint-Vincent. Silence. Puis un soupir. Pas le genre de soupir qui vient de la peur, mais celui qui vient du dérangement. Elle est vieille, Ivy. C'est ce qui arrive. J'ai une déposition à préparer ce matin. Appelle ta sœur. Elle a raccroché. Pas de question, pas de « est-ce qu'elle va bien ?» Juste un clic, et plus rien. J'ai appelé Meredith. Elle a décroché plus vite. Ivy, je ne peux pas. J'ai la préparation du barreau. Tu sais que maman va perdre la tête si je prends du retard. Ma, c'est grand-mère. Je sais, mais qu'est-ce que je suis censé faire d'ici? J'ai conduit pendant 4 heures dans le noir, seul. Pas de café, pas de musique, pas de compagnie, juste l'autoroute et le bruit de ma propre respiration. Quand je suis arrivé à Saint-Vincent, grand-mère Ruth était aux soins intensifs, des tubes dans les bras, un masque sur le visage, le côté gauche de son corps immobile. La femme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait tressé les cheveux tous les dimanches de mes 8 à mes 14 ans pendant que mes parents réglaient leur séparation. Elle ressemblait à une étrangère dans ce lit. Elle a ouvert les yeux, a cherché ma main, l'a serrée une fois. Elle a prononcé une phrase à travers son masque à oxygène. Une seule phrase, douce, juste pour moi. Je vous dirai ce qu'elle a dit plus tard. C'est important. Mais à ce moment précis, debout dans cette pièce aux lumières fluorescentes, j'ai compris une chose avec une parfaite clarté, personne d'autre ne viendrait. Grand-mère Ruth avait besoin de 6 à 12 mois de rééducation à temps plein, de physiothérapie 3 fois par semaine, de quelqu'un pour l'aider à manger, à se laver, à passer du lit au fauteuil. L'assistante sociale de l'hôpital m'a remis une brochure pour des auxiliaires de vie à domicile. J'ai regardé les tarifs et j'ai presque ri. 42 $ de l'heure. Le chèque de sécurité sociale de Ruth couvrait à peine le loyer et les médicaments. Je suis allé voir mon conseiller académique le lundi suivant. Le professeur Donnelly, un homme bon. Des lunettes à monture métallique, une tache de café sur la manche chaque jour. Prenez un congé, a-t-il dit. Vous l'avez mérité. Revenez quand vous le pourrez. Il a signé les papiers. J'ai signé les papiers. J'ai emballé ma chambre universitaire dans 4 cartons et je suis retourné à Bridgeport. Puis j'ai appelé ma mère. Je prends un congé. Je dois être avec grand-mère à temps plein. La ligne est devenue silencieuse. Pas un silence de choc, mais un silence de calcul.
N'en parle à personne dans la famille, a-t-elle dit. Quoi? Je ne veux pas qu'ils pensent que nous ne pouvons pas gérer nos propres problèmes. Tu sais comment il parle. Mais c'est la vérité, maman. Sa voix est devenue plate, définitive. La vérité, c'est que tu abandonnes. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Je me tenais dans la cuisine de grand-mère Ruth, le téléphone collé à l'oreille, observant Ruth à travers l'embrasure de la porte. Elle dormait dans le lit d'hôpital que nous avions loué pour le salon. Sa main gauche était repliée contre la couverture comme une feuille morte. Je voulais me battre. Je voulais dire, je n'abandonne pas. Je choisis. Il y a une différence, et tu le sais. Mais Ruth venait de rentrer à la maison. Elle avait besoin de calme. Elle avait besoin de ma présence, pas de m'entendre hurler au téléphone contre une femme qui avait déjà décidé de ce que serait l'histoire. Alors je n'ai rien dit. Et ma mère a commencé à rédiger la première version d'un mensonge qu'elle allait raconter pendant les 7 années suivantes. Le barbecue du 4 juillet avait lieu chez tante Linda à Glastonbury. Une vingtaine de personnes, des burgers, des bougies à la citronnelle, des enfants courant sous l'arroseur. J'ai failli ne pas y aller, mais grand-mère Ruth m'a demandé de pousser son fauteuil roulant sur le patio, et je ne pouvais rien refuser à une femme qui avait passé 3 mois à réapprendre à tenir une fourchette. Nous sommes arrivés avec 40 minutes de retard. J'avais fait faire à Ruth ses étirements de l'après-midi, ceux que le kinésithérapeute m'avait montrés, ceux qui faisaient que Ruth agrippait la coudoir et murmurait des jurons. Elle pensait que je ne l'entendais pas. Quand j'ai franchi la barrière arrière en la poussant, je l'ai senti immédiatement. L'atmosphère a changé. Les gens me regardaient trop longtemps, puis détournaient le regard trop vite. Tante Linda est venue vers moi la première. Elle a posé sa main sur mon bras. Ma chérie, ça va? Ta mère nous a dit. J'ai jeté un coup d'œil à l'autre bout du jardin. Ma mère se tenait près de la table des boissons, s'essuyant les yeux avec une serviette, entourée de 3 de mes tantes. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard, puis a rabaissé les yeux vers son assiette. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, ai-je dit. Grand-mère avait besoin d'eux. Ivy, s'il te plaît. La voix de ma mère a résonné sur le patio, douce, tremblante. Pas ici. Pas aujourd'hui. Toutes les têtes se sont tournées. Pas vers elle, mais vers moi. Comme si c'était moi qui causais une scène. Comme si c'était moi qui faisais pleurer une mère affligée lors d'un barbecue familial. J'ai fermé la bouche. Grand-mère Ruth a levé la main depuis son fauteuil roulant et a serré mon poignet. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un coin du jardin avec une assiette en carton que je n'ai pas touchée, regardant ma mère recevoir des câlins de gens qui pensaient qu'elle était courageuse. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré. Un SMS de Meredith, maman est vraiment bouleversée. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à toi? Je me suis garé sur le côté, je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai mis le téléphone dans la boîte à gants et j'ai ramené ma grand-mère à la maison en silence. 6 mois plus tard, Ruth était plus forte. Toujours en fauteuil roulant, mais elle pouvait s'installer seule sur le canapé, préparer son propre thé, se disputer avec la télévision. Elle revenait à elle, et je construisais quelque chose, moi aussi. En secret, à 2 heures du matin, après que Ruth se soit endormie. Des cours en ligne, du Python, du JavaScript, de l'architecture de données. Je n'avais pas de diplôme, mais j'avais du temps, de la discipline, et une table de cuisine qui me servait de bureau. Puis j'ai eu une opportunité. Une petite entreprise de logiciels à Hartford, Ridgeline Tech, a publié une offre de stage qui ne nécessitait pas de licence. J'ai postulé. On m'a rappelé. J'ai passé l'entretien. La responsable du recrutement, une femme nommée Paula, a souri et a dit « Vous êtes exactement le genre de personne autonome dont nous avons besoin. » J'ai reçu la lettre d'offre un jeudi. Je devais commencer le lundi suivant, du moins, c'est ce qui était prévu. Le vendredi après-midi, mon téléphone a sonné. La voix de Paula était différente. Mademoiselle Colton, je suis désolé. Nous avons reçu des informations préoccupantes. Nous allons devoir retirer notre offre. Mon cœur s'est glacé. Quelles informations? Un membre de votre famille a appelé pour exprimer des inquiétudes quant à votre fiabilité. Je suis désolé, c'est la politique de l'entreprise. Nous ne pouvons pas donner suite.
J'ai compris avant même qu'elle ne finisse sa phrase. Je savais qui avait appelé. Je me suis rendu chez ma mère ce soir-là. Elle arrosait le romarin sur le porche d'entrée. Est-ce que tu as appelé pour mon stage? Elle n'a pas bronché. Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelqu'un de ma famille a appelé les ressources humaines et leur a dit que je n'étais pas fiable. Elle a posé l'arrosoir, m'a regardé comme on regarderait un enfant qui continue de réclamer des bonbons après qu'on lui a dit non. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas de toi. Tu as pensé à ça? Tout le monde ne va pas te servir les choses sur un plateau, Ivy. Elle est entrée à l'intérieur. La porte moustiquaire s'est refermée derrière elle. Je suis resté sur ce porche pendant un long moment. De retour chez Ruth ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé le vide. Ruth est entrée dans la pièce avec son fauteuil roulant, elle m'a observé pendant un moment, plus longtemps que d'habitude. Je pensais qu'elle était juste fatiguée. Je ne le savais pas encore, mais quelqu'un dans cette maison avait déjà commencé à rassembler les preuves de la vérité. Je ne l'apprendrai que des années plus tard. Laissez-moi vous raconter à quoi ressemble le fond du gouffre quand personne ne regarde. J'avais 24 ans. Je vivais dans un studio à Bridgeport. $650 par mois, un radiateur qui faisait du bruit toute la nuit, une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Je faisais des projets web en freelance pour des petites entreprises, une boulangerie à Milford, une entreprise de paysagisme à Shelton, un cabinet de dentiste qui avait besoin d'un formulaire de réservation en ligne. $15 de l'heure, parfois 20 si le client ne négociait pas. La sécurité sociale de Ruth couvrait son loyer, mais pas ses médicaments. Les anticoagulants à eux seuls coûtaient $380 par mois après la franchise de Medicare. Je payais la différence chaque mois sans rien demander à personne, et sans que personne ne me demande rien. Mon compte d'épargne affichait $1140. Ce chiffre diminuait chaque mois, sans jamais remonter. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était Thanksgiving. Chaque année, j'y allais parce que Ruth voulait voir la famille, parce qu'elle aimait ses petites filles, toutes les deux. Même si la pièce n'en aimait qu'une en retour. Et chaque année, ma mère offrait la même performance. Le soupir triste quand quelqu'un prenait de mes nouvelles, le regard fier quand quelqu'un mentionnait Meredith. La façon dont elle me tapotait la main à travers la table en disant « Nous sommes juste heureux que tu sois là, ma chérie », comme si j'étais un chien de refuge qu'elle accueillait par charité. Et les membres de la famille n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement mal informés. Ils croyaient la première histoire qu'ils entendaient parce que la première conteuse pleurait le plus fort. Si je restais silencieuse, je savais exactement ce qui se passerait. Je serais fauché d'ici 6 mois, je perdrais la capacité de payer les médicaments de Ruth, et je passerais le reste de ma vie comme une mise en garde que ma mère raconterait lors de dîners mondains. La fille qui aurait pu être. Une nuit, je me suis assise devant mon ordinateur portable, sur un projet parallèle que je construisais depuis des mois, un outil de gestion logistique pour les petites entreprises de fret. Je l'avais testé avec une entreprise de transport à New Haven. Le propriétaire disait que cela lui faisait gagner 11 heures par semaine. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. C'était bon. C'était sincèrement, indéniablement bon. Et quelque chose en moi a changé. J'ai pris une décision en janvier 2019. Pas d'annonce, pas de manifeste. Juste un choix fait à une table de cuisine à 1 heure du matin, avec le radiateur qui cliquetait et une tasse de café froid à côté de mon ordinateur. J'allais construire cette chose pour de vrai. J'ai déposé les statuts de la SARL la semaine suivante. J'ai choisi le nom de Juniper Lab. Juniper était le deuxième prénom de Ruth. Et je l'ai enregistré sous le nom de Parker, son nom de jeune fille. Ivy Parker, PDG de Juniper Lab. Sur le papier, aucun lien avec Ivy Colton, la déception de la famille. Je n'ai pas fait cela pour me cacher. Je l'ai fait pour survivre. La dernière fois que j'avais été visible, pour le stage, quelqu'un avait passé un seul coup de fil et me l'avait retiré. Je n'allais plus donner cette chance à personne. Ni à ma mère, ni à personne d'autre. Ruth savait qu'elle était la seule dans la confidence. Je lui ai dit un matin au petit déjeuner. Des œufs brouillés, du pain complet grillé, sa pilule pour la tension à côté du jus d'orange. Je lance une entreprise, grand-mère. Une vraie. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il était temps. Je ne peux le dire à personne.
ni à maman, ni à Meredith, ni même à l'oncle Rob. Bien. Ça pourrait ne pas marcher. Elle a posé sa fourchette. Et ça pourrait marcher. Alors arrête de parler et va la construire. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé dans sa chambre. Elle m'a tendu un chèque de $3200. J'ai fixé le chèque. Grand-mère, c'est tout ce que tu as. Je sais ce que c'est. Je ne peux pas accepter ça. Elle a pris ma main. Sa prise était plus faible du côté gauche, mais elle était encore assez ferme pour montrer qu'elle ne plaisantait pas. Je ne t'ai pas élevée pour que tu sois petite, Ivy. Prends l'argent. Achète tous les ordinateurs qu'il faut acheter, et ne t'avise surtout pas de me rembourser. J'ai acheté un serveur. J'ai construit la première version de production de la plateforme de Juniper dans la chambre d'amis de Ruth, assise sur une chaise pliante, travaillant 16 heures par jour. Personne n'a applaudi. Personne ne l'a remarqué. C'était le but. Permettez-moi d'accélérer ici, car 3 ans de construction sont beaucoup moins glamour que ce que les gens s'imaginent. Année 1, je décidais d'avoir 3 clients, tous de petites entreprises de transport dans le Connecticut et l'ouest du Massachusetts. Je me rendais chez chacun d'eux personnellement, j'installais le logiciel sur les ordinateurs de leur bureau, je formais leur répartiteur. Chiffre d'affaires, $48 000, de quoi payer les factures, acheter les ordonnances de Ruth et réinvestir chaque dollar restant dans la plateforme. Année 2, le bouche à oreille a fonctionné, non pas grâce au marketing, mais grâce aux chauffeurs routiers qui parlaient à d'autres chauffeurs dans les aires de repos et sur les quais de chargement. 17 clients. J'ai embauché mon premier employé, un développeur nommé Marcus, qui travaillait à distance depuis Philadelphie. Chiffre d'affaires, $310 000. J'ai quitté mon studio pour un appartement d'une chambre. Ruth a eu un nouveau fauteuil roulant, le modèle avec un vrai rembourrage. Année 3, 82 clients dans 14 États, 6 employés, tous à distance. Chiffre d'affaires, $2,1 millions. Un fonds de capital risque à Boston m'a appelé pour me demander si je faisais une levée de fonds. J'ai dit pas encore. Ils ont dit qu'ils attendraient. Et pendant ces 3 années, j'ai continué à aller à Thanksgiving parce que Ruth me le demandait, parce qu'elle aimait ses réunions de famille, même quand elle ne m'aimait pas en retour. Et chaque fois, le rituel se déroulait de la même manière. Toujours pas de diplôme, disait ma mère à qui voulait l'entendre. Meredith vient de devenir associée junior. Nous sommes si fiers. Lors du Thanksgiving de l'année 3, la belle-fille de tante Linda m'a demandé directement, « Alors, qu'est-ce que tu fais exactement, Ivy ?» Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère a répondu à ma place, « Elle fait un truc d'informatique. » En freelance, je crois. Elle ne me regardait pas en disant cela. Elle ne le faisait jamais. Ruth a croisé mon regard à l'autre bout de la table et m'a fait un très léger signe de tête, le genre de signe que moi seul pouvais comprendre. Pas encore. Puis, l'année 4 est arrivée et tout s'est accéléré. Un appel téléphonique de San Francisco. Un numéro qui m'a obligé à m'asseoir par terre dans mon appartement, mais j'y reviendrai dans un instant. Laissez-moi faire une pause ici un instant. Ivy vient de recevoir un appel qui pourrait tout changer. Mais avant de continuer, je dois vous demander une chose. Si vous étiez à la place d'Ivy et que vous aviez été réduite au silence pendant des années, diriez-vous la vérité à votre famille maintenant ou continueriez-vous à construire dans le silence? Donnez votre réponse dans les commentaires. A pour dire la vérité. B pour rester silencieuse. Maintenant, continuons. Thanksgiving de l'année 5. L'année où Meredith a ramené Craig à la maison. Craig Whitfield. Grand, poli, poignée de main ferme. Sa famille possédait une société d'immobilier commercial dans le comté de Fairfield. Sa grand-mère, Madame Henderson, était venue aussi. Des cheveux argentés, des boucles d'oreilles en perles, le genre de posture qui indiquait qu'elle ne s'était jamais relâchée de sa vie. 30 personnes à la table. Diane s'était surpassée. Nouvelle nappe, de vraies serviettes en tissu, un centre de table qu'elle avait probablement épinglé sur Pinterest 3 mois à l'avance. Craig était assis à côté de Meredith. J'étais assise en face d'eux, à côté de Ruth. Cela s'est produit pendant l'entrée, au moment de la salade. Alors, Ivy, a dit Craig en souriant. Où as-tu fait tes études? Une question simple, polie,
le genre de questions que les gens posent lorsqu'ils essaient de vous inclure. J'ai ouvert la bouche. Ma mère a été plus rapide. Ivy n'a pas fini ses études, Craig. L'ambiance à la table a changé. Les fourchettes se sont arrêtées. Craig a cligné des yeux. Oh, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens. Elle avait du potentiel. Ma mère a penché la tête, l'image même de la tristesse maternelle. But, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ça. J'ai senti 30 paires d'yeux frôler ma peau. Je suis parti pour une raison, maman. Ma chérie, nous avons déjà abordé le sujet. Meredith a pincé les lèvres. Est-ce qu'on peut éviter de faire ça au dîner? Ma mère s'est tournée vers Craig, la voix assez basse pour paraître intime, mais assez forte pour être entendue par toute cette partie de la table. Je m'inquiète juste pour elle. Vous savez, une mère n'arrête jamais de s'inquiéter. Mon père a pris son verre de vin, a bu, l'a reposé, sans rien dire. Ruth m'a regardé depuis l'autre bout de la table. Ses yeux disaient 2 mots, pas encore. Après le dîner, je me tenais sur le porche arrière quand la porte moustiquaire s'est ouverte. Craig. Il s'est appuyé contre la rampe, les mains dans les poches. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, ta mère a l'air compliquée. Je l'ai regardé. Ça va, a-t-il demandé. C'était la première fois que quelqu'un dans l'entourage de Meredith me demandait cela. La première fois que quelqu'un de nouveau n'acceptait pas simplement la version de ma mère comme parole d'évangile. Ça ira, ai-je dit. Il a hoché la tête, puis est retourné à l'intérieur. Je suis resté dans le froid pendant encore 10 minutes, regardant ma respiration disparaître dans l'obscurité. Janvier, un mardi. J'achetais du liquide vaisselle au Stop & Shop de Boston Avenue quand j'ai entendu mon nom. Ivy. Ivy Colton. Je me suis retourné. L'oncle Rob se tenait au bout du rayon, un panier de courses dans une main, une expression sur le visage comme s'il venait de voir quelqu'un revenir d'entre les morts. Il a posé son panier et m'a serré fort dans ses bras. Le genre de câlin qui dure 3 secondes de trop parce que la personne le pense vraiment. Ma grande, tu m'as manqué. Il s'est reculé, les 2 mains sur mes épaules. Ta mère a dit que tu ne voulais plus entendre parler d'aucun de nous. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Elle a dit quoi? Elle a dit que tu traversais une mauvaise passe. Que tu avais besoin d'espace. Il a cherché à lire sur mon visage. Elle a dit que j'aggraverais les choses si je cherchais à te joindre. Je l'ai fixé. 4 ans. 4 ans de silence entre nous. Et j'avais supposé qu'il s'en fichait, qu'il avait entendu la version de ma mère et m'avait rayé de sa vie comme tous les autres. Oncle Rob, je n'ai jamais dit ça, pas une seule fois. Sa mâchoire s'est crispée. Quelque chose a changé dans son regard. Pas de la surprise exactement, mais une confirmation, comme si un soupçon qu'il portait en lui depuis des années venait d'être avéré. Raconte-moi, a-t-il dit, tout. Nous nous sommes assis dans sa voiture sur le parking pendant 40 minutes. Je lui ai parlé de l'AVC, du fait d'avoir quitté la fac, de ma mère m'interdisant de m'expliquer, du barbecue, de sa façon de pleurer sur commande, et de la façon dont tout le monde la croyait toujours. Il ne m'a pas interrompu. Il a juste écouté. Quand j'ai eu fini, et a expiré par le nez et a prononcé une seule phrase, elle contrôlait l'histoire. J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux un moment. Puis, qu'est-ce que tu fais maintenant comme travail? J'ai hésité, regardant mes mains. Je construis quelque chose. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Il n'a pas insisté, n'a pas posé de questions indiscrètes. Il a fouillé dans sa veste et m'a tendu une carte de visite. Robert Grant, sa newsletter, analyse financière pour le secteur des technologies financières. Je suis toujours l'actualité du monde de la tech, a-t-il dit. Une vieille habitude. Quand tu seras prête, je suis là. J'ai mis sa carte dans mon portefeuille. Une idée a traversé mon esprit, brève, électrique, mais je ne l'ai pas formulée à haute voix. J'ai simplement repris la route. 2 mois plus tard, mon téléphone a sonné un dimanche matin. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. Rare. Elle ne m'appelait presque jamais directement. J'étais quelqu'un dont elle parlait, pas quelqu'un à qui elle parlait. Ma chérie, j'ai réfléchi. Le mot « ma chérie » a résonné comme un faux billet. Trop lisse.
trop calculé. Et si tu retournais à l'école? Je pourrais t'aider pour les frais de scolarité. Le piège était là, parfaitement tendu, bien emballé. Si j'y retournais, elle obtiendrait un nouveau récit, la mère désintéressée qui sauve sa fille égarée. Si je refusais, elle en obtiendrait un autre, l'enfant ingrate qui rejette l'aide. Dans les deux cas, elle gagnait. Je te remercie pour l'offre, maman, mais je suis très bien là où je suis. Où es-tu, Ivy? À faire quoi? Tu ne peux pas continuer à te cacher. Je ne me cache pas, un silence. Quand elle a repris la parole, la douceur avait disparu. Tu sais ce que les gens disent de toi, n'est-ce pas? À chaque réunion de famille, ils ont pitié de toi, Ivy. C'est ça que tu veux. J'ai serré le téléphone dans ma main. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de parler à ma place. Je parle à ta place parce que tu n'as rien à dire. Clic. Je me suis assise dans ma voiture devant l'appartement de Ruth. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, j'avais consumé ma tristesse des années auparavant. C'était quelque chose de différent, de plus aiguisé, de plus net. Puis mon téléphone a vibré. Une notification de mail de Linden Equity Partners, San Francisco. Objet, Juniper Lab. Offre formelle de série A. Je l'ai ouvert, je l'ai lu une fois, je l'ai relu. Chère mademoiselle Parker, nous avons le plaisir de vous soumettre une lettre d'intention formelle pour un investissement de série A dans Juniper Lab à une valorisation prémonétaire de 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. J'ai regardé le chiffre, puis je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient secs, complètement secs. Je n'avais plus de larmes pour cette femme. J'ai démarré et je suis rentré chez moi pour travailler. J'ai pris l'avion pour San Francisco un mercredi d'avril. Un vol de nuit depuis JFK, en classe économique. Je portais le même blazer noir que j'avais acheté dans une friperie à New Haven 4 ans plus tôt. Les bureaux de Linden Equity se trouvaient au 32e étage d'une tour de verre à Soma. La salle de conférence offrait une vue sur le Bay Bridge. J'ai signé la lettre d'intention en face de 3 associés qui valaient chacun plus que toutes les maisons de la rue de ma mère réunies. Série A, valorisation à 12 millions de dollars. Je conservais 62% des parts. Juniper Lab, l'entreprise que j'avais lancée avec les 3200 dollars de ma grand-mère dans une chambre d'amis qui sentait la lavande et le Bengay, était désormais évaluée à 12 millions de dollars. J'ai gardé le nom d'Ivy Parker. Sur chaque communiqué de presse, chaque document juridique, chaque signature. Parker, le nom de famille de Ruth, le nom de la femme qui avait cru en moi quand ceux qui étaient censés le faire ne l'avaient pas fait. Personne dans la famille Colton n'associerait jamais Ivy Parker, PDG d'une entreprise de logiciels logistiques, à Ivy Colton, la décrocheuse qui fait un truc d'informatique. Quelques semaines après la clôture de la transaction, TechCrunch a publié un court portrait. Juniper Lab, la start-up logistique discrète qui s'empare silencieusement du marché. Le joueur a demandé une photo. J'ai refusé. L'article a été publié avec une image d'illustration d'un conteneur d'expédition et une citation sur l'efficacité opérationnelle. L'oncle Robert a mis de côté l'article de TechCrunch cette semaine-là. Il l'a même mentionné dans sa revue du vendredi, gardez un œil sur Juniper Lab. La fondatrice Ivy Parker fait des choses intéressantes dans l'optimisation du dernier kilomètre. Il a écrit mon nom. Il ne l'a pas reconnu. J'ai lu sa newsletter depuis mon appartement de Bridgeport et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la victoire, pas de la revanche, juste la satisfaction calme et têtue d'un travail bien fait. Je ne me cachais pas parce que j'avais honte. Je me cachais parce que la visibilité m'avait déjà coûté cher une fois. Et je n'allais laisser personne me retirer cela. Ruth m'a appelé chez elle un samedi après-midi d'octobre, 2 ans avant le Thanksgiving qui a tout changé. Elle avait 79 ans à l'époque. L'AVC l'avait vieilli, mais son esprit était d'une vivacité redoutable. Elle lisait toujours le journal de la première à la dernière page chaque matin. Elle me battait toujours au Scrabble chaque semaine. « Assieds-toi » a-t-elle dit quand je suis entré. Elle était dans son fauteuil roulant près du placard de la chambre. Une boîte à chaussures était posée sur ses genoux, une vieille boîte d'un grand magasin qui n'existait probablement plus. Elle me l'a tendue. Ouvre-la. À l'intérieur, sous quelques photographies et une liasse de cartes d'anniversaire retenues par un élastique, se trouvait un seul email imprimé. Je l'ai déplié.
2. dian.colton@gmail.com. A. paula.reynolds@ridgeline.com. Date, 14 mars 2018. Objet, concernant Ivy Colton. Confidentiel. Je vous écris par inquiétude pour ma fille Ivy Colton. Elle a des antécédents d'instabilité, et je serais désolé que votre entreprise se retrouve dans une situation difficile. J'aime ma fille, mais je crois en l'honnêteté et je pense qu'il est juste de vous mettre en garde. Les mots se sont brouillés. Mes mains tremblaient. Grand-mère, depuis quand as-tu ça? Depuis la semaine où c'est arrivé. Elle a utilisé mon ordinateur et a oublié de se déconnecter. Je l'ai imprimé avant qu'elle ne puisse le supprimer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle a posé sa main sur la mienne. Ferme. Parce que tu n'étais pas prête. Tu l'aurais affrontée et elle t'aurait détruite. Tu avais besoin d'être solidement établi sur ton propre terrain d'abord. Elle m'a regardé, vraiment regardé, de cette façon qu'elle avait quand elle voulait que j'écoute avec plus que mes oreilles. Es-tu solidement établi maintenant? J'ai pensé à la série A, aux 22 employés, à la plateforme qui gérait les chaînes d'approvisionnement de 200 entreprises dans 18 États. Je le suis. Alors garde cela précieusement et attends le bon moment. Elle a serré ma main. Si jamais elle essaie de réécrire l'histoire devant les personnes qui comptent, montre-leur l'encre. J'ai ramené l'email chez moi. Je l'ai mis dans mon coffre-fort. Je m'étais dit que je n'en aurais jamais besoin. Je me trompais. 3 semaines avant le Thanksgiving de cette année-là, j'étais chez Meredith pour récupérer un manteau que je lui avais prêté l'hiver précédent. Elle était au téléphone quand je suis entré. Sur haut-parleur. Elle ne m'a pas entendu entrer par la porte d'entrée. La voix de ma mère résonnait dans la pièce. J'ai invité les Henderson et la famille de l'oncle Frank cette année, 30 personnes. Je veux que ce soit l'année où Meredith annonce ses fiançailles avec Craig. Il faut que ce soit parfait. Je me suis arrêté dans le couloir, la main sur le cadre de la porte. Et si Ivy commence quoi que ce soit, a continué ma mère, je veux que tu t'en occupes. Tu sais comment elle est. Meredith a soupiré. Elle ne fait rien, maman. Elle reste juste assise là. Exactement. La voix de ma mère s'est durcie. Et ça me donne mauvaise mine, comme si j'avais élevé un zombie. Meredith n'a pas répondu. Le silence valait acceptation. Je suis reparti en arrière, silencieusement, et j'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas pris le manteau. Dans la voiture, je me suis assise, moteur coupé. Je pouvais entendre mon propre pouls, non pas rapide, mais régulier, résigné. Puis mon téléphone a vibré. Un email d'un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite, un rédacteur en chef chez Forbes. Chère mademoiselle Parker, nous aimerions vous faire figurer dans notre liste des 31h30 minutes pour la technologie logistique. L'article sera publié le 27 novembre. Nous aurons besoin d'une photo professionnelle et d'un court entretien dans les plus brefs délais. Le 27 novembre, le jour de Thanksgiving. Je l'ai lu 3 fois. Je n'avais pas planifié cela. Je n'avais pas fait de vœux secrets à l'univers. Forbes avait son calendrier, j'avais le mien, et les deux venaient d'entrer en collision le seul jour de l'année que ma mère réservait à rappeler à 30 personnes que je n'étais personne. J'ai regardé à travers le pare-brise les arbres nus de novembre. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai répondu à l'email, je serais ravi de participer. Le 27 novembre, la même table, les mêmes personnes, la même mère avec la même histoire. Mais cette fois-ci, l'histoire allait avoir une fin différente, et ce n'est pas elle qui l'écrirait. Le matin de Thanksgiving, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain à 7h15. Un pull gris, un jean, des bottes, aucun bijou à l'exception des petites boucles d'oreilles en perles que Ruth m'avait offertes pour mes 21 ans. Je ressemblais exactement à ce que j'avais été à chaque réunion de famille depuis 7 ans. Ordinaire. Exprès. Je suis allé chercher Ruth à 8h. Elle était déjà habillée et attendait dans son fauteuil roulant près de la porte d'entrée, une boîte de biscuits sablés maison sur les genoux. « Tu es jolie », a-t-elle dit. Je ressemble à d'habitude. Exactement. Nous avons roulé pendant 1 heure jusqu'à la maison de mes parents à Glastonbury, une maison coloniale sur Maple Ridge Drive, des clins de bois blanc, des volets noirs, un Porsche que mon père peignait un printemps sur 2. Des voitures bordaient déjà la rue, au moins une douzaine. J'ai aidé Ruth à sortir de la voiture,
j'ai déplié son fauteuil roulant et je l'ai poussé dans l'allée. La porte d'entrée était ouverte. L'air chaud et l'odeur de la dinde rôtie s'en échappaient. À l'intérieur, la maison bourdonnait. Des voix, des rires, une playlist de la Motown que ma mère passait chaque année pour prouver qu'elle était amusante. J'ai poussé le fauteuil de Ruth à l'intérieur. Le salon était plein. Tante Linda près de la cheminée avec son mari Tom. L'oncle Frank et sa femme près de la baie vitrée. Tommy, mon cousin, aidant son tout petit à enlever sa combinaison de ski. Madame Henderson, la grand-mère de Craig, assise sur le canapé avec une posture parfaite, tenant un verre d'eau pétillante. Et au centre de tout cela, ma mère, robe bordeaux, perles, cheveux fraîchement coiffés, menant la danse près de l'arche de la cuisine comme si elle présentait les émis. Elle m'a vu, a souri. Le sourire n'a pas atteint ses yeux. Jamais. Oh, Ivy, tu as amené maman. C'est gentil. Elle s'est tournée de nouveau vers tante Linda sans perdre un instant. Ivy vit toujours près de maman. Ça lui donne quelque chose à faire. Mon père est apparu de la cuisine, un verre de vin à la main. Il m'a serré l'épaule. Salut, ma grande. Puis il est reparti. Là où il allait toujours pour tout éviter. L'oncle Rob se tenait dans le coin le plus éloigné, discutant avec Frank. Il a levé les yeux et a croisé mon regard. Un petit signe de tête chaleureux. J'ai poussé Ruth à sa place à la table. Elle a levé la main pour tenir la mienne. Ça va, mon bébé? Ça va, grand-mère. Je ne le savais pas encore, mais dans moins de 2 heures, cette pièce me regarderait différemment. Tous en même temps. Le dîner a été servi à 16 heures pile. 31 personnes se sont installées autour d'une longue table assemblée à partir de 3 plus petites, les jointures cachées sous une nappe en lin crème que ma mère avait repassée le matin même. Je le sais parce qu'elle l'a dit à 4 personnes. Ma mère s'est levée. Elle a levé son verre. La pièce s'est tue. Je veux remercier tout le monde d'être ici. Cette année est spéciale. Elle a rayonné vers Meredith. Meredith et Craig sont fiancés. Applaudissements. Craig a souri modestement. Meredith a montré sa main gauche. Un diamant taille princesse qui captait la lumière du lustre. Meredith, tu nous as rendus si fiers, a poursuivi ma mère. Associé junior à 31 ans. Et maintenant de magnifiques fiançailles. Tout ce dont une mère rêve. Elle a fait une pause pour laisser ses mots faire effet. Puis son regard a glissé le long de la table, lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il me trouve. Et Ivy, elle a penché la tête. Ce regard, de la pitié sculptée à la perfection. Nous sommes simplement reconnaissants que tu sois là. Nous espérons que l'année prochaine sera ton année. Quelques sourires compatissants. L'oncle Frank a regardé son assiette. La femme de Tommy m'a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux. Madame Henderson, la grand-mère de Craig, s'est penchée vers moi, assise 2 places plus loin. Qu'est-ce que vous faites, Ivy? En ce moment de silence, ma mère a répondu, Ivy cherche sa voix. Elle a quitté l'université il y a quelques années. Elle a baissé la voix juste assez pour paraître discrète, mais assez fort pour être entendue par la moitié de la table. C'est un parcours difficile, a-t-elle insisté, comme s'il s'agissait d'une blessure qu'elle pensait en public. Meredith a ajouté sans lever les yeux de son assiette, elle s'en sort très bien avec les ordinateurs, pourtant. Elle a réparé mon imprimante une fois. Rire. Pas cruel, poli, réflexif. Le genre de rire qui surviennent quand les gens ne savent pas quoi faire d'autre. J'ai posé ma fourchette, je n'ai pas parlé. Depuis le bout de la table, la voix de Ruth a résonné, nette et ferme. Ivy est bien plus que ce qu'on vous a dit. Les rires se sont arrêtés. Le sourire de ma mère s'est crispé. Maman, s'il te plaît, profitons simplement du dîner. Ruth a regardé ma mère, sans rien ajouter, mais ses yeux contenaient quelque chose. Un compte à rebours. Un avertissement que personne dans cette pièce ne comprenait, sauf moi. Sous la table, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je n'ai pas fait un geste pour le prendre, mais quelque part dans la pièce, au moins 3 autres téléphones venaient de vibrer également. Après le dîner, les invités se sont dispersés dans le salon. Café, tarte, le brouhaha confortable des gens qui s'installent dans le 2e acte d'un long après-midi.
Je me tenais près de la bibliothèque, tenant une tasse de thé à laquelle je n'avais pas goûté, quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elle était sur le canapé. Madame Henderson était assise à côté d'elle. Ma mère s'est penchée assez près pour sembler confidentielle, mais assez loin pour que sa voix parvienne à quiconque se trouvait à moins de 3 mètres. Entre nous, Margaret, je me demande parfois si Ivy n'a pas abandonné ses études à cause de problèmes de santé mentale. Mes doigts se sont serrés autour de la tasse. Nous avons essayé de l'aider. Elle refuse. Ma mère a posé une main sur sa poitrine. Je ne dis pas cela par cruauté. Je le dis parce qu'une mère porte ce poids seule. L'expression de Madame Henderson était illisible. Tante Linda, debout derrière le canapé, a entendu chaque mot. Tommy aussi. Craig aussi, qui remplissait sa tasse de café au buffet à 3 pas de là. J'ai posé le thé sur l'étagère. Je me suis approché. Mes chaussures ne faisaient aucun bruit sur le tapis, mais chaque personne près de ce canapé a suivi mes mouvements. Maman, j'ai besoin que tu arrêtes. Elle a levé les yeux, surprise ou feignant la surprise. Ivy, j'étais juste en train de... Tu étais en train de dire à une inconnue que j'ai des problèmes de santé mentale devant notre famille. J'ai gardé une voix calme, posée. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de la cruauté. Ses yeux se sont embués sur commande. Je m'inquiète juste pour toi. La voix de mon père s'est fait entendre depuis le coin de la pièce, à moitié interrogative, Diane, peut-être que... Kevin, ne t'en mêle pas, elle ne s'est même pas retournée. Puis elle m'a regardé de nouveau, et son masque a glissé. Juste une fissure. Juste une seconde. Dessous, il y avait quelque chose de froid et de certain. Si tu avais fait quelque chose de ta vie, je n'aurais pas à t'expliquer aux gens. 30 personnes. Cette phrase a résonné sur chacune d'entre elles. Tommy a regardé sa femme. Tante Linda a couvert sa bouche avec sa main. Craig a posé la cafetière et a fixé le sol. Du bout de la pièce, depuis son fauteuil roulant, Ruth a prononcé 2 mots. Clair comme de l'eau de roche. Ça suffit. Et puis, le téléphone de l'oncle Rob a vibré, et tout a changé. Rob a sorti le téléphone de la poche de sa chemise. Par réflexe. La façon dont on vérifie une notification sans y penser. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Puis il s'est arrêté. Son pouce est resté suspendu. Sa bouche s'est entr'ouverte. Il l'a relu. J'ai observé la scène depuis l'autre bout de la pièce. Je ne savais pas ce que disait l'alerte, mais je savais à sa mine, à la façon dont ses joues s'étaient vidées de leur sang avant qu'il n'y remonte d'un coup, que c'était en train de se produire. Ivy, sa voix était basse, presque un murmure, mais la pièce était déjà silencieuse après la dernière phrase de ma mère. Et dans ce silence, son unique mot a résonné comme un coup de feu. Je l'ai regardé, il m'a regardé, puis il a regardé Ruth, puis à nouveau son téléphone. C'est toi. L'oncle Frank a été le premier à bouger. Qu'est-ce qu'il y a, Rob? Rob a tourné son téléphone. Frank l'a pris et a lu. Ses sourcils ont grimpé sur son front. Bon sang, a dit Frank. Tante Linda sortait déjà son propre téléphone. Ses pouces bougeaient rapidement. Je pouvais voir le reflet d'un moteur de recherche sur ses lunettes. 3 secondes, 5. Oh mon Dieu. Elle a tourné son écran vers la table. Une photo, celle que j'avais prise 2 semaines plus tôt dans un studio à New Haven, le seul portrait professionnel pour lequel j'avais jamais posé parce que Forbes l'avait exigé. Mon visage, mon nom, un titre concernant une acquisition d'une valeur de 47 millions de dollars. Une par une, les têtes se sont tournées. Tommy, sa femme, la fille de l'oncle Frank, Craig, Madame Henderson. Ils ont regardé les téléphones, puis ils m'ont regardé. Ma mère se tenait au milieu de la pièce. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait les visages les uns après les autres, essayant de décoder l'ambiance comme elle le faisait toujours, cherchant le courant pour pouvoir le diriger. Quoi, a-t-elle dit? Qu'est-ce que tout le monde regarde? Personne ne lui a répondu. Meredith a pris le téléphone de Craig. Il le lui a tendu sans un mot. Elle a lu. Sa main est retombée sur ses genoux. Elle a posé le téléphone face cachée sur le coussin à côté d'elle et a fixé le tapis. Ma mère a été la dernière personne de la pièce à la prendre.
Et pour la première fois en 7 ans, elle n'avait rien à dire. Je dois m'arrêter ici juste une seconde. La pièce est silencieuse. 30 personnes fixent Ivy. Diane ne sait toujours pas ce qui se passe. À votre avis, que se passe-t-il ensuite? Ivy reste-t-elle calme ou finit-elle par tout lâcher? Taper c'est pour calme, D pour éruption. Et si cette histoire vous tient en haleine, abonnez-vous dès maintenant. Continuons. Mon père s'est approché de ma mère. Il lui a tendu son téléphone, écran vers le haut. Elle l'a pris, a lu. J'ai vu son visage passer par 3 étapes. La confusion, ses sourcils se sont froncés, ses lèvres se sont entr'ouvertes. Le choc, son menton s'est reculé, sa prise sur le téléphone s'est resserrée. Et puis, quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma mère en 29 ans de vie en tant que sa fille, la peur. Ce n'est pas réel, a-t-elle dit. L'oncle Rob s'est levé de sa chaise. C'est sur Forbes, Diane, et TechCrunch, et la dépêche de l'après-midi de Bloomberg. C'est très réel. Ma mère m'a regardé, sa bouche s'est ouverte et fermée une fois avant qu'un son n'en sorte. Tu as construit une entreprise d'une valeur de 47 millions de dollars? Oui. Et tu ne nous as rien dit. La question est tombée dans la pièce comme si elle avait jeté un verre contre le mur. Parce que même à ce moment-là, même debout au milieu des ruines de son propre récit, elle ramenait les choses à elle, à ce qu'on ne lui avait pas dit, à ce qu'on lui avait caché. J'ai gardé une voix calme. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais. Tu as seulement passé ton temps à dire aux gens ce que je n'étais pas. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre les glaçons bouger dans le verre de quelqu'un à l'autre bout de la table. Tante Linda a posé sa main sur sa poitrine. L'oncle Frank a regardé ma mère, puis moi, puis ses chaussures. Madame Henderson s'est tournée vers ma mère. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Vous m'avez dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale il y a 10 minutes. Le visage de ma mère est devenu livide. Je ne voulais pas dire ça comme. Je pense que vous vouliez dire exactement cela. Craig se tenait près de la cheminée. Il a regardé Meredith. Meredith ne lui a pas rendu son regard. Le cousin Tommy s'est penché en avant sur sa chaise, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Sa femme avait la main sur la bouche. La prise de conscience se propageait dans la pièce comme une vague lente. Non seulement j'avais réussi, mais ma mère avait menti méthodiquement pendant 7 ans à chaque personne dans cette maison, et ils l'avaient tous cru. Ma mère a tenté de se ressaisir. Elle a redressé ses épaules, levé le menton, la posture qu'elle adoptait toujours lorsque le récit avait besoin d'être corrigé. La performance d'une femme raisonnable. Elle aurait pu nous le dire. Elle a choisi de nous exclure. Non, Diane. La voix de Ruth est venue du fauteuil roulant au bout de la pièce. Pas forte, pas en colère, juste absolue. C'est toi qui l'as exclue. La pièce s'est tournée vers elle, chaque visage comme une boussole trouvant le nord. Ruth restait parfaitement immobile. Sa main gauche reposait sur la coudoir du fauteuil roulant, cette main qui ne fonctionnait plus correctement depuis 7 ans, depuis l'AVC qui avait tout déclenché. Ivy a quitté l'école pour s'occuper de moi. J'ai fait un AVC, tu le sais. Elle a regardé Diane avec des yeux qui attendaient ce moment depuis longtemps. Tout le monde dans cette pièce aurait dû le savoir il y a 7 ans. Mais tu leur as dit qu'elle avait abandonné parce qu'elle était paresseuse. Tu leur as dit qu'elle était une honte. Maman, s'il te plaît. Parce que tu avais honte, pas d'elle. La voix de Ruth n'a pas tremblé. De toi-même. Tu as refusé de m'aider, moi, ta propre mère. Ivy avait 22 ans. Elle a conduit 4 heures au milieu de la nuit, seule. Et quand elle a essayé de dire la vérité aux gens, tu as pleuré devant eux et tu as fait d'elle la coupable. Personne ne respirait. Tante Linda a regardé ma mère. Diane, est-ce que c'est vrai? Diane n'a pas répondu. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Et puis, depuis le coin de la pièce, de la part de l'homme qui avait passé 7 ans à faire partie du décor, mon père a parlé. C'est vrai. Je me suis retourné. Il se tenait près de la fenêtre, sans son verre de vin, les mains le long du corps. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tout est vrai, a-t-il dit. C'était tout. 2 phrases.
Mais de la part d'un homme qui ne m'avait pas défendu en 7 ans, elles ont eu l'effet d'une déflagration dans la pièce. J'ai regardé mon père. Mes yeux me brûlaient, mais je n'ai pas pleuré. J'avais passé trop d'années à apprendre à ne pas le faire. Il m'a regardé en retour, et pour la première fois, il n'a pas détourné le regard. Les mains de ma mère tremblaient, mais elle tenait bon, essayant encore. D'accord, soit. Elle a pressé ses paumes l'une contre l'autre comme pour se recentrer. Le jeu d'acteur d'une femme qui se veut raisonnable. J'aurais dû être plus encourageante, mais je ne lui ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais rien fait pour l'empêcher de. Tu as appelé pour mon stage. 4 mots. La pièce s'est figée à nouveau. Ma mère s'est immobilisée. Pas de manière théâtrale, mais clinique. De la façon dont une personne se fige lorsqu'elle entend un bruit dans la maison à 3 heures du matin. En 2018, ai-je dit, une entreprise de logiciels à Hartford, Ridgeline Tech. Ils m'ont proposé un poste. Une semaine avant que je commence, tu as appelé les ressources humaines et tu leur as dit que je n'étais pas fiable. C'est ridicule. Sa voix est montée d'un demi-octave. Je n'ai jamais. J'ai ouvert mon téléphone. La photo que j'avais prise de l'email imprimé, celui que Ruth avait sorti d'une boîte à chaussures 2 ans auparavant. Je l'avais gardé dans mon coffre-fort. J'en avais enregistré une copie sur mon téléphone. Je n'avais jamais voulu m'en servir. Je l'ai tendu à Rob. Il a ajusté ses lunettes. Il l'a lu à haute voix, je vous écris par inquiétude pour ma fille, Ivy Colton. Elle a des antécédents d'instabilité, et je serais désolé que votre entreprise se retrouve dans une situation difficile. J'aime ma fille, mais je crois en l'honnêteté. Sa voix s'est éteinte. Il n'avait pas besoin de finir. La pièce en avait déjà assez entendu. Il a posé le téléphone sur la table basse, a regardé ma mère. Tu as saboté ta propre fille. J'essayais de la protéger. De quoi? Sa voix était calme, d'une douceur dévastatrice. De la réussite? L'oncle Frank s'est adossé à sa chaise. D'où Jésus, dit Anne. Meredith était toujours sur le canapé. Son visage était pâle. Maman, tu as vraiment fait ça? Ma mère n'a pas répondu. Elle a regardé autour de la pièce. Ce regard lent de quelqu'un qui a toujours réussi à trouver au moins un allié et qui découvre pour la première fois qu'il n'y en a aucun. 30 visages, pas un seul ne la regardait avec sympathie. Craig se tenait un pas derrière Meredith. J'ai remarqué un petit détail, sa main, qui était posée sur son épaule, n'y était plus. Il l'avait remise le long de son corps, un geste minuscule, mais qui, dans cette pièce, à ce moment-là, disait tout. Ma mère s'est assise, sans élégance, pas de la façon dont elle s'asseyait d'habitude en lissant sa robe et en croisant les chevilles. Elle s'est juste laissée tomber sur le coussin sous son propre poids, et elle a pleuré. De vraies larmes cette fois. Je pouvais faire la différence. J'avais d'ailleurs observé son chagrin fabriqué pendant 7 ans, et ce n'était pas ça. C'était des pleurs laids, sans retenue. Le son d'une personne dont la scène s'était effondrée sous ses pieds. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille, a-t-elle dit, pour que les gens ne nous regardent pas de haut. La voix de Ruth s'est fait entendre de l'autre côté de la pièce, aussi régulière qu'un hymne. Les gens ne nous regardent pas de haut à cause d'Ivy, dit Anne. Ils nous regardent de haut à cause de toi, en ce moment même, dans cette pièce. Ma mère a regardé mon père. Il fixait le sol, immobile. Elle a regardé Meredith. Meredith regardait ses propres mains sur ses genoux. Puis elle m'a regardé. J'ai soutenu son regard. J'avais imaginé ce moment auparavant dans le noir de mon studio, lors de mes pires nuits. J'avais imaginé son visage lorsqu'elle l'apprendrait. Je pensais que je me sentirais triomphante, vengée, ou au moins soulagée. Je n'ai rien ressenti de tout cela. Je me sentais fatigué. Je n'ai pas planifié ça, maman. Ma voix était calme, pas froide, juste fatiguée. Je ne suis pas venu ici pour t'humilier. L'article est sorti aujourd'hui parce que c'est le jour où Forbes l'a programmé. Je ne peux pas contrôler le calendrier. J'ai fait une pause. Mais je ne contrôlerai plus la vérité pour te plaire non plus. Plus jamais. Elle n'a pas répondu. Elle est restée assise là, minuscule, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. La femme qui avait rempli chaque pièce où elle était entrée,
qui avait géré chaque conversation, dirigé chaque récit, décidé de qui était le héros et qui était l'échec, ressemblait à quelqu'un qui avait oublié son propre nom. Je me suis levé. Je pense que je vais sortir un instant. Je suis allé vers Ruth, j'ai déverrouillé les roues de son fauteuil, je l'ai poussé à travers le salon, devant 30 personnes silencieuses, puis j'ai franchi la porte d'entrée pour aller sur le porche. L'air de novembre a frappé mon visage, froid, vif, propre. Je pensais que c'était la fin. Ce ne l'était pas, car le lendemain matin, mon téléphone a sonné et c'était Meredith. Le matin du Black Friday. Je me trouvais dans une chambre d'hôtel à Glastonbury, un Holiday Inn Express au bord de l'autoroute. Je n'avais pas dormi chez mes parents depuis 3 ans. Ruth était avec moi, encore endormie dans le second lit, les couvertures tirées jusqu'au menton. Mon téléphone a sonné à 8h47. Meredith. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix était différente, dépouillée. Pas de vernis, pas de performance. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi de la nuit. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai attendu. La chambre d'hôtel était très silencieuse. Je pouvais entendre la machine à glaçons ronronner dans le couloir. Maman m'a dit qu'elle s'en était occupée. Elle a dit que tu n'étais pas prête pour un vrai travail. Et un soupir tremblant, je ne me suis pas posé de questions. Tu savais pour l'appel au stage, ai-je dit. Tu savais depuis 5 ans et tu n'as rien dit. Je savais, et je me suis tu. Sa voix s'est brisée. Parce que si je la remettais en question, je serais devenu toi. Et j'en étais terrifié. J'ai fermé les yeux. Alors tu as fait de moi le sacrifice. Oui. Le mot est sorti, brut, sans excuse, sans « mais ». Et je ne t'appelle pas pour te demander de me pardonner, a-t-elle continué. Je t'appelle parce que tu as le droit de savoir que je sais ce que j'ai fait. Et je suis désolé. Le silence entre nous a été long. Il contenait 7 ans de dîner du dimanche, de SMS restés sans réponse et de plaisanteries sur une imprimante qui avait fait rire 30 personnes. Je ne sais pas quoi faire de tes excuses pour le moment, Meredith, mais je les entends. C'est plus que ce que je mérite. Une pause, puis elle a ajouté quelque chose d'inattendu, Craig m'a dit quelque chose hier soir après notre retour. Quoi? Il a dit, ta famille a besoin d'aide, Meredith. D'une aide professionnelle. Il a dit qu'il n'irait pas plus loin avec le mariage tant que je n'aurais pas réglé cela. J'ai repensé à Craig sur le porche arrière 2 ans plus tôt. Ta mère a l'air compliquée. Cet homme avait été attentif depuis le début. Je pense qu'il a raison, a dit Meredith doucement. Moi aussi. Aucune de nous n'a dit au revoir. Elle a raccroché la première. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la lumière grise du matin filtrer à travers le rideau. Cet après-midi-là, je suis retourné chez mes parents. Pas pour une réconciliation, pas pour un deuxième round. Je venais chercher le sac de voyage de Ruth et la boîte de sablé que nous avions laissé sur le comptoir de la cuisine. La maison était silencieuse. Les décorations du dîner de la veille étaient encore là. Les bougies s'étaient consumées jusqu'au bout. La nappe était encore froissée là où 31 couverts avaient été posés. Ça sentait la sauce froide et le regret. Ma mère était assise à la table de la cuisine, les yeux gonflés, sans maquillage. Elle portait un sweatshirt que je ne lui avais pas vu porter depuis des années. Un vieux sweat de Yukon, délavé, le genre de vêtement qu'elle n'aurait jamais laissé personne l'avoir porté. Mon père était assis à côté d'elle, sa tasse de café devant lui, intacte. Ivy, on peut parler, a demandé ma mère. Je me tenais dans l'embrasure de la porte. Je t'écoute. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Elle a posé ses mains à plat sur la table pour se stabiliser. Le comportement d'une femme qui essaie d'être raisonnable. Mais tu dois comprendre, j'ai grandi sans rien. Les gens regardaient notre famille de haut. Je voulais juste que nous ayons l'air parfait. Et je n'étais pas assez parfaite. Je ne voulais pas, maman. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne vais pas me battre avec toi, mais je demande d'être clair sur un point. Elle a attendu. Je ne reviendrai pas à cette table. Pas pour Thanksgiving, pas pour Noël, pas pour aucune réunion de famille, tant que tu n'auras pas fait 3 choses. Quoi? 3 choses? Premièrement,
tu racontes à chaque personne qui était à cette table la véritable raison pour laquelle j'ai quitté l'école. Pas ta version, la vérité. Avec tes propres mots, quand tu le voudras, mais avant le nouvel an. Elle a tressailli. Deuxièmement, tu supprimes le groupe de discussion de la famille et tu laisses les gens me contacter directement. Plus de filtres. Sa mâchoire s'est crispée. Troisièmement, tu commences à voir un thérapeute. Pas pour moi, pour toi. Elle m'a regardé pendant un long moment. Et si je ne le fais pas? Alors ce sera notre dernière vraie conversation, et ce sera ton choix, pas le mien. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné vers mon père. Il serrait sa tasse de café à deux mains. Papa, je t'ai écrit une lettre il y a 4 ans. Tu n'as jamais répondu. J'ai besoin de savoir pourquoi. Il a regardé la table, puis moi. Je ne savais pas quoi dire. Cela aurait suffi. J'ai pris le sac de Ruth et la boîte de sablés. J'ai marché vers la porte d'entrée. Ruth m'attendait dans la voiture. Quand je suis monté, elle a regardé mon visage et a serré ma main. Tu as bien agi, mon bébé. Maintenant, conduis. J'ai conduit. L'autoroute était calme. La circulation du Black Friday s'était dissipée en fin d'après-midi. Tout le monde était déjà là où il devait être, les sacs de course pleins, les fours refroidissants. Juste moi, Ruth, et 100 km de bitume du Connecticut. La neige avait commencé à tomber. Légère, le genre qui ne tient pas, mais qui donne à l'air un aspect argenté. La radio était allumée. Un présentateur passait en revue les chiffres de vente du Black Friday. Des choses normales, faciles. Ruth s'est penchée et a baissé le volume. Tu ne leur as jamais dit ce que je t'ai dit à l'hôpital. Je lui ai jeté un coup d'œil. Non, c'est entre nous. Je peux te le redire? J'ai hoché la tête. Elle s'est redressée sur son siège autant que ses muscles affaiblis par l'AVC le lui permettaient. Elle a regardé la route devant elle à travers le pare-brise, pas moi, de la façon dont font les gens lorsqu'ils disent quelque chose qu'ils veulent formuler parfaitement. Elle a dit, ils essaieront de te rendre petite. Ne les laisse pas faire, mais ne deviens pas comme eux non plus. J'ai continué à conduire. Mes yeux me brûlaient. La route s'est brouillée une seconde, puis s'est éclaircie. J'avais passé 7 ans à essayer d'honorer les deux moitiés de cette phrase. Être grande, mais sans être cruelle. Construire, mais sans écraser. Gagner, mais sans jubiler. Se tenir droite, mais sans rabaisser les autres. Je pense que je m'en suis bien sorti. Tu as fait plus que bien t'en sortir, mon bébé. Ruth s'est réinstallée dans son siège. Elle a remonté la couverture un peu plus haut sur ses genoux. Tu as fait les choses proprement. J'ai ri. Un vrai rire, le premier de cette histoire, peut-être le premier vrai rire depuis des années. Il est venu de quelque part de profond et d'inattendu, comme trouver une fenêtre ouverte dans une pièce qu'on pensait scellée. Ruth a souri, puis a fermé les yeux. Je nous ai ramenés à la maison à travers l'air argenté. Et pour la première fois depuis mars 2017, depuis un appel à 2 heures du matin, depuis une route de 4 heures dans le noir, depuis le premier mensonge que ma mère avait raconté en mon nom, le silence ne ressemblait pas à un effacement. Il ressemblait à la paix. 2 semaines après Thanksgiving, les retombées étaient mesurables. L'oncle Rob a écrit un article sur son blog personnel. Sans nom ni lieu, juste un essai intitulé « Quand les familles réduisent au silence la mauvaise personne ». Il y parlait de la façon dont certains foyers désignent un bouc émissaire et un enfant en or, et comment les gens de l'extérieur ne remettent jamais en question qui est qui. L'article a été partagé plus de 6000 fois. 3 lecteurs lui ont écrit pour lui dire qu'ils avaient pleuré. Il m'a raconté cela autour d'un café à Bridgeport, en secouant la tête comme s'il n'en revenait toujours pas de ce qu'il avait vu à cette table. Tante Linda m'a appelé directement. Une première en 4 ans. Elle m'a dit qu'elle s'occupait de Noël cette année. Ta mère ne le fêtera pas chez elle. Nous pensons qu'il est préférable que quelqu'un d'autre s'en charge. Elle n'a pas dit cela avec cruauté, mais avec la tranquille fermeté de quelqu'un qui a pris une décision et n'est pas intéressé par le débat. 3 membres de la famille m'ont contacté dès la première semaine. L'oncle Frank a laissé un message vocal, court, bourru, de la façon dont les hommes de sa génération s'excusent, j'aurais dû poser plus de questions. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tommy a appelé, il pleurait au téléphone, je l'ai cru,
Ivy, pendant 7 ans. Je suis tellement désolé. J'aurais dû faire autrement. Je lui ai dit ce que j'ai dit à chacun d'eux, vous avez cru ce qu'on vous a dit. Je ne vous en veux pas pour ça. Et Diane, elle m'a envoyé un email, pas un appel téléphonique. Elle n'en avait pas le courage. L'email était court, 4 phrases, je comprends tes conditions. Je ne suis pas prête pour toutes, mais j'ai appelé le docteur Shelton et j'ai pris rendez-vous pour mardi prochain. C'est ce que je peux faire pour le moment. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu ce soir-là, mais je l'ai enregistré. Plus tard, j'ai appris ce qui l'avait poussé à le faire. Ce n'étaient pas mes mots, ni l'article de blog de Rob. C'était Margaret Henderson. La grand-mère de Craig avait pris Diane à part avant de partir le soir de Thanksgiving et lui avait dit « J'ai élevé 3 enfants. Je n'ai jamais appelé un étranger pour saboter l'un d'entre eux. Vous avez besoin d'aide, Diane. Une vraie aide. » Le jugement d'une mère, d'une père, d'une femme de son âge. C'était la lame qui avait fini par traverser sa carapace. Craig a tenu bon. Il a dit à Meredith qu'il l'aimait, mais que le mariage était suspendu tant qu'elle ne commencerait pas une thérapie familiale. Non pas comme une punition, mais comme un prérequis. Je ne me marie pas dans quelque chose que je ne comprends pas, a-t-il dit. Meredith a accepté. Elle a commencé ses séances la 2e semaine de décembre. Puis, une semaine avant Noël, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un SMS, pas un email, une lettre manuscrite sur du papier à lettres crème, le genre que Meredith utilisait pour ses cartes de remerciement. L'enveloppe avait un vrai timbre, elle l'avait déposée elle-même dans une boîte aux lettres. Elle faisait 4 pages. Elle décrivait ce que c'était que de grandir en étant la gentille, la pression de la performance, les notes parfaites, les manières parfaites, le CV parfait. Elle parlait de la peur qui vivait sous tout cela, la peur que si jamais elle faiblissait, elle se retrouverait projetée dans le rôle que j'occupais. J'ai joué la comédie pour elle toute ma vie, écrivait-elle. Et je ne sais toujours pas qui je suis sans ses applaudissements. Elle a écrit sur l'appel pour le stage, sur les années où elle était restée silencieuse. Sur chaque Thanksgiving où elle m'avait regardé assise seule au bout de la table sans rien dire, parce que dire quelque chose signifiait risquer tout ce qu'elle avait construit sur mon silence. Je me suis servi de toi comme d'un bouclier, Ivy. J'ai laissé maman te rabaisser pour qu'elle ne me rabaisse pas moi. Et je me disais que ce n'était pas de ma faute parce que ce n'était pas moi qui prononçais les mots. Elle terminait ainsi, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de savoir que je vois enfin ce que j'ai fait et que je ne suis pas en paix avec la personne que j'ai été. Il y avait un post-scriptum, je n'ai pas choisi le droit parce que j'aimais ça. Je l'ai choisi parce que maman disait que c'était la seule chose qui valait la peine d'être faite. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai envoyé un seul SMS, j'ai lu ta lettre. J'ai besoin de temps, mais je ne ferme pas la porte. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, cela me suffit. Ma sœur et moi ne sommes pas proches. Pas encore. Peut-être que nous ne le serons jamais de la façon dont des sœurs devraient l'être. Mais pour la première fois, nous sommes honnêtes. Et c'est par l'honnêteté que commence la guérison. L'acquisition par Apex s'est conclue en janvier. 47 millions de dollars. J'ai signé les documents finaux dans une salle de conférence à San Francisco avec vue sur le Bay Bridge. La même vue que j'avais contemplée 2 ans plus tôt lors de la signature de la série A. Le même blazer, celui de la friperie. Il m'allait toujours. Dans le cadre de l'accord, je restais vice-présidente des produits pour une période de transition de 2 ans. Cela signifiait déménager à Boston, le pôle d'Apex sur la côte est. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres à Brooklyn. Rien de clinquant, une rue calme, une belle luminosité. Ruth a déménagé avec moi. J'ai embauché une auxiliaire de vie à temps plein, quelqu'un qui pouvait être là quand j'étais au bureau. La chambre de Ruth avait une baie vitrée donnant sur un petit jardin. Elle observait les oiseaux chaque matin en buvant le même Earl Grey qu'elle buvait depuis 40 ans. C'est plus joli que la maison dans laquelle j'ai élevé ta mère, a-t-elle dit un après-midi, sans lever les yeux de ses mots croisés. Ironique. J'ai commencé une thérapie, la mienne, pas familiale. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que ces temps de silence laissent des traces invisibles. Le genre de traces qui réapparaissent à 3 heures du matin quand l'appartement est calme et que votre cerveau décide de rejouer chaque table de dîner, chaque lettre restée sans réponse,
chaque appel téléphonique où l'autre personne a choisi la commodité plutôt que l'amour. L'oncle Rob venait me voir en voiture depuis le Connecticut une fois par mois. Il apportait des exemplaires imprimés de sa newsletter et de mauvaises blagues, et nous mangions des plats à emporter par terre dans mon salon comme si j'avais de nouveau 12 ans et qu'il était l'oncle rigolo qui me glissait toujours un dessert en cachette. Il était ce qui se rapprochait le plus d'un père pour moi. Je le lui ai dit une fois. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis il a dit « Ça compte plus que tu ne le penses, ma grande ». L'article des 31h30 de Forbes est sorti la semaine suivant Thanksgiving. Il y avait une photo de moi dans les bureaux de Juniper Lab, les bras le long du corps, regardant directement l'objectif. La légende disait, Ivy Parker a construit une entreprise de 47 millions de dollars en silence, parce que le silence était la seule langue que sa famille lui ait accordée. Les gens me demandent si j'ai pardonné à mes parents. La réponse honnête est complexe. Les gens adorent demander, est-ce que tu leur as pardonné, comme si le pardon était un interrupteur, allumé ou éteint, oui ou non. Ce n'est pas le cas. Certains jours, je me réveille et je ne ressens rien d'autre que de la clarté. Je vois ma mère comme une femme qui a grandi pauvre, qui a été moquée par sa propre famille, qui a construit toute son identité sur l'image que sa famille renvoyait à l'extérieur. Et quand je ne correspondais pas à cette image, elle n'a pas su comment m'aimer sans m'effacer. Je la vois, je la comprends. D'autres jours, je suis au supermarché et je vois une mère avec sa fille, et la mère dit, « Je suis si fière de toi, et je dois quitter le rayon. » C'est cela, la vérité. Les deux facettes chez la même personne. Ma mère a suivi 4 séances de thérapie avant Noël. Elle a appelé 3 membres de la famille pour rétablir la vérité. Tante Linda, l'oncle Frank et Tommy. Je le sais parce que Linda me l'a dit. Elle a dit que Diane pleurait à chaque appel, et pas de ces larmes fabriquées, mais de vraies larmes. Le genre de larmes qui n'ont pas de public en tête. Elle n'a pas encore appelé les autres, mais elle a commencé. Mon père m'a écrit une lettre. Une page. Sans préambule, sans justification, juste, j'aurais dû répondre. J'aurais dû répondre à chaque fois. Je n'ai pas de raison qui soit assez bonne. Je n'ai que la vérité, à savoir que j'avais peur de ta mère et que j'ai choisi son silence plutôt que le tien. C'est ma faute. Je l'ai lu à ma table de cuisine. Ruth dormait dans sa chambre. L'appartement était silencieux. Je n'ai pas encore répondu, mais j'ai gardé la lettre. Voici ce que j'ai appris, l'amour sans limite n'est qu'une porte sans serrure. N'importe qui peut entrer, se servir et appeler cela de la famille. Je ne hais pas ma mère. Je hais ce qu'elle a fait. Et j'apprends lentement, imparfaitement, à séparer les deux. Mais je ne m'assiérai plus à une table où mon nom n'est prononcé qu'avec pitié. Plus maintenant. Mes limites ne sont pas une punition, elles sont de l'architecture. Je construis la forme d'une relation à laquelle je peux réellement survivre. Si vous m'écoutez et que quelque chose vous semble familier à un parent qui réécrit votre histoire, un frère ou une sœur qui attire toute la lumière, une famille qui a fait de vous l'exemple à ne pas suivre. Je veux que vous sachiez une chose, vous n'avez pas besoin de bâtir une entreprise de 47 millions de dollars pour prouver votre valeur. Je n'ai pas construit Juniper pour prouver quoi que ce soit à ma mère. Je l'ai construite parce que ma grand-mère m'a tendu 3200 $ et m'a dit, je ne t'ai pas élevé pour que tu sois petite. Je l'ai construite parce que le silence était le seul espace qu'il m'avait laissé, et j'ai décidé de le remplir avec quelque chose de réel au lieu de quelque chose d'amer. Votre valeur ne réside pas dans l'entreprise que vous bâtissez. Elle ne réside pas dans le diplôme que vous obtenez, le titre sur votre carte de visite ou le solde de votre compte bancaire. Votre valeur réside dans le fait que vous avez continué à avancer quand personne n'applaudissait, quand personne ne demandait de vos nouvelles, quand personne ne croyait en vous. Peut-être êtes-vous la fille qui appelle et ne reçoit jamais d'appel en retour. Peut-être êtes-vous le fils qui se présente à chaque fête de famille et qui est présenté comme celui qui n'a pas réussi. Peut-être êtes-vous le frère ou la sœur qui a eu les vêtements d'occasion pendant qu'un autre recevait les applaudissements. Je vous vois. Et si vous avez besoin de la permission de fixer une limite avec quelqu'un qui vous aime mal, la voici, vous pouvez aimer quelqu'un tout en refusant qu'il vous définisse. Vous pouvez honorer d'où vous venez sans laisser cela décider d'où vous allez. Vous pouvez vous éloigner d'une table où votre nom n'est prononcé qu'avec pitié. Vous pouvez construire quelque chose en silence. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, mais un jour, le silence parle de lui-même. Non pas comme une revanche,
non pas comme une preuve, mais simplement comme le bruit tranquille et indéniable d'une vie bien vécue. C'est la seule justification qui dure. C'est le mois de février maintenant. Grand-mère Ruth a fêté ses 81 ans la semaine dernière. Je lui ai organisé une fête. Rien d'extravagant. 12 personnes, mon appartement à Brooklyn, un gâteau au chocolat de la boulangerie du coin, et une playlist de chansons de la Motown qu'elle aime vraiment, contrairement à celle que ma mère passait pour faire semblant. L'oncle Rob était là. Il portait un chapeau pointu ridicule et ne l'a pas enlevé pendant 3 heures. Tommy est venu en voiture depuis le Connecticut avec sa femme et leur tout petit, qui a passé la soirée à essayer de voler du glaçage sur le gâteau avec ses mains nues. Et Meredith est venue. Elle est venue seule. Pas de Craig, pas de bague, pas encore. Elle n'est pas restée longtemps, mais elle est arrivée avec un bouquet de gardénias, la fleur préférée de Ruth, le genre de détail qu'on ne connaît que si l'on est attentif depuis plus longtemps qu'on ne veut bien le laisser paraître. Elle les a posés sur la table et a dit « Joyeux anniversaire, grand-mère ». Ruth a levé les yeux de son fauteuil roulant et a souri. « Tu en as mis du temps ». Meredith a ri, un rire léger et un peu brisé, mais c'était un vrai rire. Ma mère n'était pas là. Non pas parce que je ne l'avais pas invitée, je l'ai fait. Elle a dit qu'elle n'était pas prête. Et pour la première fois, je l'ai cru, car ne pas être prête, c'est honnête. Et l'honnêteté est là où nous commençons. Ruth s'est assise en bout de table. Elle a regardé autour de la pièce, les visages, les fleurs, le chapeau de fête ridicule sur la tête de Rob, le tout petit avec du glaçage sur le menton. Elle m'a regardé, a souri. C'est une bonne table, a-t-elle dit. Elle a raison. C'est une bonne table. Je l'ai construite. Pas avec de l'argent, pas avec de la vengeance, mais avec de la patience, avec du silence, et avec les gens qui se sont montrés présents quand personne ne regardait. Je m'appelle Ivy Colton. Certaines personnes me connaissent sous le nom d'Ivy Parker. J'ai 29 ans, et j'ai fini d'être l'exemple à ne pas suivre pour les autres. C'est mon histoire, et c'est moi qui la raconte désormais. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si mon parcours a signifié quelque chose pour vous, si vous avez déjà été celle ou celui qui s'asseyait en silence à une table où son nom n'était prononcé qu'avec pitié, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, consultez la description. Il y en a une à laquelle je pense que vous vous connecterez tout aussi profondément. On se retrouve là-bas.